Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief Bellator Paris, l'UFC de ce week-end, et puis on va revenir sur les pronos de l'UFC à venir. Et abonnez-vous les gars, likez la vidéo, partagez, on en a besoin. Allez, c'est parti, générique. Et le Bellator Paris, donc qui s'est sommé avec, malheureusement pour nous, pour les Français, la défaite de notre poteau Mansour à la décision. Il y a eu d'autres combats, d'autres belles victoires quand même pour des Français. Mais on va commencer avec ça. Déception, qu'est-ce que t'en penses? Déception, combat dur au mal après, hein. Putain, plus il est bloqué franchement. Mansour il a super bien commencé, très violent franchement le combat direct, des coudes, des gros jabs, des genoux, des jabs, ouais. On savait qu'il allait prendre des paris, Mansour il fait pas ça, tu vois, il rentre dedans. Et c'est ce qu'il a fait, il a gagné le premier round, à mon avis sûr. Mais le truc c'est que Primus au cours du combat il arrivait à s'adapter un peu aux attaques de Mansour et il a compris qu'il arrivait à rester au-dessus et qu'il arrivait à bloquer les sweeps et qu'il avait beaucoup de control time. Après niveau ground pound, Mansour il en a mis plus que Primus, mais il a passé la dernière moitié du combat qui est plutôt en dessous dès que ça va au sol, donc ça n'a pas pu être justifié pour prendre la victoire quoi, vu qu'il a passé beaucoup de temps en ballon position en dessous. Et c'est dommage, après c'est facile de dire après on aurait pu faire ça, c'est un ancien champion du Bellator devant lui quand même. Un gros combat pour les deux après, hein, c'était pas... c'était magnifique. C'était vraiment un combat on était sur le bout du siège quoi tout le temps, on était vraiment à... Comment dirais-je, on était vraiment à bloc quoi tout le combat, toutes les actions, tous les renversements, on était comme des fous. Et ouais, c'est dommage. Bon, la défaite, tu vois, ça peut arriver. Ce qui est chiant, c'est par rapport au tournoi. On aurait bien voulu voir Mansour contre Ousmane Nurmagomedov. Mais après, ça peut être une leçon qu'il va utiliser pour améliorer sa lutte peut-être, et que ce sera encore plus comment dirais-je, ce sera beaucoup plus utile et il aura beaucoup plus d'outils contre Ousmane. Ouais. Tu vois, donc il mettra plus de change de son côté. Après, il faudra attendre, il faudra avoir quelques victoires en plus, atteindre la fin du tournoi. Bon, c'est pas comme si le tournoi ça va prendre un an, quoi, donc ça va passer vite. Mais ouais, quand même, ouais, j'ai des déceptions, bien sûr, ça fout la haine. Moi, je sais que Mansour, il a les capacités d'être champion du Bellator, d'être champion de l'UFC même, d'être champion de tout. C'était juste un combat, peut-être il était un peu off, mais il va revenir, moi j'ai aucun doute sur ça. C'était un gros combat, c'était serré quand même. Ça se jouait sur du contrôle quoi. Ça se jouait sur du contrôle pour les points. Mais bon, toi t'en as pensé quoi? Déçu aussi. Et je me dis que c'est peut-être la première fois où Mansour, on le connaît, il a jamais de pression, il a jamais l'air stressé ou quoi. Et je me dis que peut-être là, tous les médias et le fait d'avoir annoncé le premier round aussi, peut-être qu'il a voulu peut-être précipiter, je sais pas, les choses. En tout cas, c'est l'avis de plein de personnes que je vois. Je sais pas, c'est possible. Mais ouais, après, impressionnant toujours, comment il a résisté aux étranglements et tout. C'était J'y ai pas cru une seule seconde d'ailleurs, le gars, sur le bras de tête. Ouais, non, tu croyais pas, moi j'avais pas. J'avoue juste qu'il aille dormir, tu vois. Je savais qu'il allait pas taper. Les jabs, quand même, il a sacrément résisté Primus. Ouais. Et ouais, ça me fait soupçonner un peu, tu vois. Je me dis, il y a des coups, il partait sur son coup, tu vois les photos, ou des images au ralenti, t'as sa mâchoire qui se déplace, quoi. Et sachant qu'il est tombé 42 fois récemment, qu'il soit pas tombé, moi ça m'aurait un peu suspicieux, mais bon, je vais pas partir de... Après, ils tournent pas la cristalline. Comme ça, c'est sûr. Ouais, c'est Bellator, voilà. C'est Bellator, ils ont plus de liberté qu'à l'UFC, mais bon, bref. Des déceptions. Mais c'est pas la fin pour Mansour, et c'est que le début, je pense, de plus grosses choses. Oui, en plus, il a que 30 ans. D'ailleurs, on voit Brent Primus, 38 ans. Donc, il a le temps. Mais moi, comme tu dis, je suis un peu soupçonné de la nutrition, du plan de nutrition de Brent Primus.
Parce que c'est pas, ouais, il n'y a pas que de l'eau, des vitamines là-dedans. C'est quand même chaud. Après, je sais, je me suis entraîné avec, la semaine dernière, je me suis entraîné avec quelqu'un qui le connaissait, qui me disait qu'il marchait à 210 livres pour combattre à 155. Ouais. Donc il fait des cuts de ouf. Il boit 3 gallons d'eau par jour la semaine pour tout transpirer et tout perdre. Et apparemment, c'est une cut de malade. Donc ce serait plutôt un mec qui devrait combattre à 77. Bon, il arrive à faire le poids, donc je peux rien dire. Et ouais, après Mansour, on sait qu'il est pas super lourd en poids. Tu vois, d'ailleurs, il avait déjà combattu à 66, il me semble, une fois. Mais ouais, franchement, après le combat, il était à sa portée, tu vois. Le combat, il était à sa portée. Et on va le revoir revenir très bientôt. De toute façon, le mec qui combat Mansour bientôt, là, putain, j'aimerais pas être lui. C'est clair. Parce que là, ça va faire. Là, tu vas avoir un mec avec la hargne, et avec ses capacités, sa hargne, ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Je pense qu'il y a pas une queue pour combattre Mansour. Tu vois, même s'il a perdu, il n'y a pas de. Les gens, ils vont pas être le call-out, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais. Bon, on va pas tourner autour du pot, ça fait un peu chier, hein, c'est sûr, ça nous fait un peu chier, donc on va passer à autre chose. Juste avant, on a eu la victoire de Thibaut Gouti. Ça a rigolé. Par contre, un beau KO. L'autre, il a cru qu'il allait le finir. Hein. T'as vu, il était sur la cage, il a pris un mauvais coup et il est revenu, Thibaut Gouti, avec un magnifique KO. Ça fait plaisir pour lui, ouais. Franchement impressionnant, en plus la qualité de l'opponent était. Ken Moussa, c'est pas n'importe qui, c'est un gros calibre de combattant au Bellator, et franchement, ouais, la performance de Thibaut Gouti, c'était inspirant, magnifique. Il a gagné le premier round. Deuxième round, ça commençait à être un peu chaud. Il était un peu contre la cage, tu te disais, putain, je sais pas s'il se met là parce qu'il a envie ou il se fait contrôler. Mais en tout cas, ouais, bien, un bon renversement de situation, KO de l'espace. Kane qui a dit que le stoppage était early, moi je crois pas, moi je pense que c'était bien. Je pense que c'était un très bon stoppage, et putain, il a du pouvoir dans les mains, Thibaut, et putain, il est corpulent. Hein. Ouais, il était méga par rapport à lui. À 70 kilos, franchement, j'avais l'impression que c'était à 77, mais large. C'est vrai, ouais. Et Kane, c'est pas comme si c'était un mec petit, tu vois, c'est un mec corpulent aussi, donc ouais, la différence de corpulence, la différence de masse, j'ai trouvé ça vraiment, c'était vraiment flagrant, quoi, tu vois. Ouais, non, franchement, super belle perf de Thibaut Gouti, KO deuxième round, franchement, je pense pas que Bellator donne des bonus, mais en tout cas, si là, il en mérite. Hein. Ouais, c'est clair. En France aussi, il y a eu David Gallon, là, la défaite polémique, ouais. Ouais, c'était un no contest. C'est un no contest. Donc, on le rappelle, il était pris dans une soumission, il n'a pas tapé, il s'est pas endormi, mais l'arbitre a arrêté le combat et a donné la victoire à son adversaire. Il a contesté forcément, et à la fin, quelques minutes plus tard, après avoir annoncé la victoire de l'adversaire et tout, ils sont revenus sur la victoire, et donc c'est un no contest, sûrement un rematch. Ce qui est normal. Après, moi je comprends pas pourquoi tu dois arrêter le combat, il faut arrêter avec cette règle de merde. S'il y a une connerie comme ça, les deux ils veulent combattre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc recommencer le combat, j'ai du mal à comprendre. C'est pas comme si l'arbitre, une fois qu'il dit, même si c'est lui qui a fait l'erreur et qu'il arrête le combat, pourquoi est-ce qu'on doit arrêter le combat? Absolument, non, il a fait une erreur, viens, on recommence le combat. J'ai du mal à comprendre. Je l'ai vu en amateur se faire ça, je sais que ça se fait jamais en pro, mais j'ai trop de mal à comprendre cette règle. Parce que David Gallon, il a pas tapé, il a rien fait. En vrai, bon, ça a été un no contest, mais dans la plupart des cas, ça marche pas comme ça, là, ils ont été vifs, j'ai été surpris. Mais tu prends pas des non-contests comme ça, c'est compliqué, tu vois, faut faire des dérogations, faut faire des lettres, ils te répondent pas. Les mecs, c'est des employés de la commission, de la mairie, de l'État, ou ça dépend où tu combats, mais c'est des fainéants, les mecs, tu vois, c'est des fonctionnaires, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué, gros. Et ouais, non, franchement, j'étais ravi de voir que c'était un non-contest direct, il l'avait annoncé dans le combat d'après, dans le commentateur. Mais quand même, enfin, une erreur, ça tu devrais le virer comme arbitre. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu fais une erreur au travail, on va te virer, donc je vois pas pourquoi un arbitre, tu fais des erreurs et on continue à te ramener sur tous les événements. Surtout sur des gros événements comme ça c'était un gros combat. Même s'ils n'étaient pas dans le top 10, c'est quand même aux portes du top 10, quoi. C'est quand même aux portes de quelque chose de gros, avec un gros enjeu. Tu vois, juste avant une main card de Bellator Paris, quand même, tu fais des erreurs à la con comme ça qui te niquent la soirée. Moi, j'étais vraiment énervé en voyant ça. En plus, j'aime bien Salah Rogers. Hein. J'étais pas forcément pour David Gallon ou pour Salah Rogers, j'aime bien les deux. Et j'avais vraiment envie de voir le combat. C'était un des combats les plus excitants de la carte pour moi. Et je m'en suis fait priver, tu vois. Et c'est chiant, c'est chiant. Tout ça pour une erreur. Après, je sais que c'est
des décisions dans l'instant, etc. Mais ça, c'est impardonnable. Et l'arbitre qui dit ouais, je veux protéger le combattant, mais tu veux protéger le combattant de quoi? C'est un étranglement, tu vois. Tu peux le laisser une minute, hein. Tu peux le laisser une minute, hein, et c'est bon, il n'y a rien qui va se passer, quoi. C'est un étranglement, c'est pas comme si c'était une clé de bras ou une clé de jambe. Surtout qu'on voit qu'il contrôle si c'est tendu et c'est Eh oui. tendu et il arrête. Donc ouais, incompréhensible. Incompréhensible. Juste avant aussi il y a eu Yves Landu, une victoire à la décision, un peu tendue, hein, c'était chaud pour lui, ouais. Mais ouais, victoire quand même. Ouais, belle victoire, il s'est bien fait travailler la jambe quand même au début, moi j'avais peur. Après, il est revenu au deuxième et au troisième également. Il a mis je me sens qu'il a mis 2 takedowns au troisième. Il a contrôlé à la fin, il a volé un peu le troisième round, quoi. Et bien joué pour lui. Bien joué pour lui. Maintenant, ça fait 2 victoires d'affilée, 2 par décision contre des gros adversaires. Et lui, comme Mansour, la même, il n'a pas gagné au change hein, dans les adversaires parce qu'il devait combattre quelqu'un qui était fort, mais d'une bien moins grosse envergure que le Polonais là qui combattait. Franchement, le mec il est clean, il avait un gros record, beaucoup de victoires contre des gros adversaires, et même s'il a pris un short notice, moi j'étais un peu inquiet. Franchement, c'était un combat très équilibré et un combat plutôt que tu préférais prendre avec un full camp, quoi. Tu veux pas prendre un combat comme ça en short notice, bon il l'a fait, et il a réussi à utiliser l'opportunité et à faire les 2 chèques, donc ouais, bravo pour lui. Moi, je crois que c'est tout pour Bellator, on peut passer à l'UFC. Donc il y avait pour main event Rozenstruik contre Almeida, une victoire sans surprise pour Jelton Almeida, une soumission aussi, pas de surprise. Ouais, Rozenstruik, on s'y attendait, hein. Il y avait un petit chaos de l'espace qui pouvait tomber, mais non, Almeida il est résistant et c'est pas Rozenstruik qui va le faire tomber encore. Et c'est un problème ouais, pour les Cyril Gane là, même pour un John Jones, ça peut être un combat de fou, je pense. Mais ouais, il lui faut encore un petit peu quelques combats, je crois, à Almeida. Mais ouais, très prometteur. Il est spécial, on se rappelle, il avait moi Almeida, je l'avais rencontré, je l'avais découvert sur les Contender Series quand il avait étranglé le mec du MMA Factory. Je me rappelle, c'était un Russe qui était, il me semble, qui était invaincu 5-0 ou 6-0, quelque chose comme ça. Et ils lui ont mis Almeida en Contenders et il lui a fait un double leg de malade, il a contrôlé, il a fait du gros ground and pound et il a fait étranglement arrière. Là, comme tu as dit, ça peut être un gros problème pour le reste de la division, notamment pour des Cyril Gane, pour des Volkov et compagnie. Franchement, le double leg, je le vois bien arriver. Après, il faudra qu'il change un peu ses entrées parce qu'il fait tout le temps la même chose, mais ça marche en fait en vrai, donc peut-être qu'il peut le faire. Mais contre le top 5, après contre John Jones, pour moi c'est un peu trop tôt. John Jones, il est vraiment intelligent dans la cage, il a un gros IQ, et puis apparemment il est intéressé que pour faire vraiment des gros combats contre des légendes à ce stade-là de sa carrière. Donc un Jelton Almeida qui arrive, je vois pas vraiment quoi ça lui servirait, tu vois. Mais ça serait, d'un point de vue technique, ça serait intéressant à voir. Après, franchement, je l'ai souvent dit ça, les mecs qui sont lourds légers, mais qui sont plutôt, qui sont des gros lourds légers, franchement, autant aller en poids lourd, tu vois, exploiter les trous que les poids lourds ils ont, parce que c'est pas ça niveau technique au sol, les poids lourds. Franchement, c'est compliqué, tu l'as vu même dans la carte de la semaine dernière, Braxton là contre Parker Porter. Un takedown et c'est terminé, le mec il essaie même pas de se relever quoi. Donc après Rozenstruik il a tenu un peu, il a un peu travaillé la half-guard et tout. Mais le truc c'est qu'il est lent, il est vieux et il est gros, tu vois. J'ai l'impression que Rozenstruik, je vois pas vraiment d'amélioration dans son jeu, et quand je dis il est vieux, il a 35 ans, c'est pas comme s'il était en fin de prime. Mais il n'y a pas de courbe de croissance quand on le voit quoi. C'est soit il met des KO, soit il perd des décisions en n'étant pas assez actif, ou soit il se fait takedown de ouf, comme quand il a combattu Curtis Blade. Donc ouais, c'est compliqué les gars, franchement. Rozenstruik, là, pour moi, je vois pas vraiment d'issue pour qu'il reparte dans le top 5, hein. C'est compliqué pour moi. Il a battu Chris Daukaus, mais Chris Daukaus c'était vraiment un lourd léger en surpoids, quoi, qui était un peu petit, qui n'avait pas beaucoup de pouvoir dans ses mains et qui s'est fait un peu malmener par le top 5 des poids lourds, quoi. Il n'arrivait pas à rester avec eux, et c'est pour ça qu'il descend en lourd léger. Là il va combattre Khalil Rountree, il me semble. Donc c'était la dernière victoire quoi, de Rozenstruik. Ouais, mais ça valait pas grand chose en fait, parce que tu mets un mec costaud comme Jelton devant et ça passe pas. Ça passe pas.
Juste avant, comme event, Johnny Walker contre Anthony Smith. La victoire de Johnny à la décision. Une belle victoire, il a bien défoncé Bon Anthony gameplay. Smith. Je pensais qu'il allait poser les gants, tu vois, Anthony Smith à la fin. Ouais, moi aussi. Je pense il serait temps, peut-être, je veux pas faire le haineux, mais ouais, il s'est fait dépasser. Johnny Walker qui quand même, il est très en forme, il est revenu sur ses 2-3 derniers combats. Il a belle adaptation. Ouais, il était en train de plonger, et non, il est revenu de ouf, il a distribué des beaux coups de genoux, des beaux coups de coude. Ah, il était vraiment composé dans la cage, il était patient, il savait quoi faire. Il aurait pu un peu forcer un peu plus et prendre le finish, hein, parce que Anthony Smith c'était ric-rac vers la fin. Ouais. Les coups de pied dans les jambes, d'ailleurs Anthony Smith, il ne checkait pas du tout les coups de pied dans les jambes. Aucune adaptation au fur et à mesure, quoi, juste on est content d'être là, on dirait. Franchement, ne jamais sous-estimer la capacité à Anthony Smith à décevoir. Franchement, c'est chiant, tu vois, parce il a sorti des gros noms quand même. Il les a sortis avec des performances phénoménales. Mais dès qu'il y a des grosses échéances, il n'y a rien, tu vois. Contre John Jones, il n'y avait aucune adaptation, il restait devant lui. Vraiment, aucune adaptation entre les rounds, quoi. Tu fais le premier round, tu perds le premier round, le deuxième c'est le même, le troisième c'est le même, et après c'est pire en pire. Et c'est ce qu'on a vu contre Johnny Walker. Et c'est compliqué, c'est chiant à voir. En plus, il y avait beaucoup de trash talk et compagnie, il y avait pas mal de pipeaux avant le truc, donc je m'attendais à Anthony Smith en pleine forme, surtout de rentrer d'une défaite contre Ankalaev. Après, on avait dit que c'était un peu tôt, hein, par rapport à sa blessure et tout. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'il pouvait pas vraiment utiliser sa jambe comme il voulait, bien que les coups de pied n'ont pas dû l'aider, tu vois. Mais ouais, franchement décevant. Anthony Smith décevant, et c'est pas la première fois que je le dis. Après, le mec il a l'air cool, tu vois, mais décevant à voir. Franchement, c'est chiant, quoi. À chaque fois quand c'est des grosses échéances, j'ai l'impression il pisse le lit, quoi. C'est chiant. Juste avant, Yann Garry, le KO sur Daniel Rodriguez aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, magnifique. Magnifique, moi je m'y attendais pas. Ouais. Il est chaud, Yann Garry. Ouais, je pensais qu'il allait avoir plus de mal que ça. Mais ouais, Daniel Rodriguez, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il parie beaucoup sur le striking, alors qu'il pourrait aller sur d'autres choses. Il a les capacités, mais il insiste beaucoup sur le striking. Et là, Yann Garry, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de spécial. Ouais. Là, on commence un peu à voir Yann Garry gratter la surface. J'étais pas super fan moi au début, mais là on est obligé d'un peu de monter dans le train parce qu'une performance comme ça, il y a personne qui fait ça à J-Rod. Hein. Neil Magny l'a soumis, mais encore il galérait. Hein. C'était pas facile. Il a ramené au troisième round. C'était un combat alors que Daniel Rod était en route pour le gagner. Il y avait la performance contre Leach. Bon, il a gagné, on l'avait donné perdant, mais c'était quand même serré. Leach, c'est un gros nom de la KT, il a pas réussi à faire ça. Le fait qu'il ait fait ça à Daniel Rodriguez, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Premier round, head kick, comme ça. Ouais, rien à dire. Flawless. Beau KO aussi, Carlos Hulbert, juste avant. Le porteur Adesanya, là, sur le crânien. Ouais, c'était beau à voir. Ouais, beau. La soumission d'Alex Morono aussi, juste avant, sur Tim Mintz. Là, c'est commencé à être compliqué sur Tim Mintz, je pense qu'il va sortir. Malheureusement, après, il a 39 ans, c'est ça? Ouais. Un vétéran du game, mais là, ça fait trop de défaites d'affilée. Ouais. En parlant de vétérans aussi, il y a eu Matt Brown. Ouais, Bokao, Raoult, crochet du droit, ouais, au premier round. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux revenir aussi il y a eu la défaite, contestée à notre égard de Cody Stamann. Décision. Les gars, j'ai du mal à comprendre. Franchement. Il a knockdown, il a takedown, il a contrôlé, il a mis plus de frappes significatives, il a contrôlé le centre de la... Enfin, j'ai eu vraiment du mal à comprendre. Je l'ai regardé 2 fois. Incompréhensible. Je sais qu'ils vont faire une dérogation, après ça ne marche jamais. Ah ouais. On verra si quelque chose va en venir, mais ça m'étonnerait. Compliqué, quoi. Ouais, j'ai vraiment pas compris. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Hein. Ça lui est arrivé contre Sanguedong, ça lui est arrivé contre Merab Daveshvili. Bon, après, c'était un peu plus serré, mais moi, je l'avais gagnant. Après, c'était très serré. Mais contre Sanguedong, c'était vraiment sale. Et contre Silva de Andrade, c'était vraiment sale. En plus, c'était une perf de ouf qu'il a fait, tu vois. Ouais. Incroyable, tu vois, quand même. Vraiment bon partout. Il a montré une amélioration. À chaque fois, de toute façon, Cody Stamann, il montre des améliorations. Il s'adapte bien, il fait des beaux gameplays. C'est un vétéran du game, 33 ans. Il est là, franchement, il est là. Le nombre de combats qu'il a à haut niveau, c'est impressionnant, les gars.
c'est chiant, tu vois, parce qu'il était sur 2 victoires là, maintenant et ça lui fait une défaite pour rien, alors qu'il aurait dû gagner contre un gros nom. Et ouais, c'est emmerdant. C'est emmerdant. Ouais, donc quand même une belle soirée UFC, il y a eu des beaux KO. Il y a eu celui de Brian Mattel aussi, c'était le deuxième 15 combat de la soirée, ouais, en 15 secondes. Très beau KO. En plus, contre un adversaire de qualité. Ouais. Et pareil, il se faisait. Il avait la pression sur lui, en plus il était chez lui. Gabriel qui a foncé sur lui et il est revenu en contre la cage. Ouais, il a bien géré. Ouais. Et puis je crois que c'est tout, on peut passer à l'UFC Fight Night de la semaine prochaine. Là, c'est l'UFC de l'année. Hein. Là, on se prépare pour une très grosse carte. Ouais, là, ils ont été un peu bizarres, les matchmakers de l'UFC, là, le gars qui fait les cartes, franchement, il a déconné, je pense. En main event, on a Mackenzie Dern contre Angela Hill. Toi, t'as attendu. Donc bon, on veut pas faire les haineux, ça peut arriver, un main event féminin. Mais derrière, ça propose pas des gros combats de ouf non plus. C'est ça, quoi. Ça manquait de respect aux combattants qui sont présents. Il y a quand même des. Il y a des gros noms, mais l'ordre, il a aucun sens. Mais l'ordre n'a aucun sens. Comme on dit, beaucoup de combats féminins. Et surtout en haut de carte. Donc on va essayer de débriefer ça. On va revenir sur les combats donc, qui nous intéressent à nous le plus. Je sais pas si tu veux parler un petit peu de Mackenzie Dern contre Angela Hill. Oui, on peut parler. Après, c'est un combat de qualité, mine de rien. Ça aurait été un beau combat de prélim même sur une main card, le premier combat de la main card d'un pay-per-view. Pas un main event, même pour une fight night. Après, il aime bien Mackenzie Dern. Angela Hill, elle a déjà été dans 2 ou 3 main events, il me semble aussi. Après, c'était un truc de remplacement. Ça a été changé de quelques semaines. Okay. Ouais. Donc Mackenzie Dern contre Angela Hill. Angela Hill, un striker super clean. Bon management de distance, une belle taille. La complication avec Angela Hill, ça a toujours été la lutte. Mackenzie Dern qui a une lutte qui est pas terrible, elle a un très bon sol, des super belles séquences au sol de soumission. Mais niveau lutte, c'est pas ça. Moi je pense que Hill, elle peut prendre une décision, à moins que Dern montre une très grosse croissance dans son jeu. Je vois plutôt Angela Hill prendre une décision. Mais en tout cas, ça va être un combat de 5 rounds, ça va être ennuyeux. Et ouais. Franchement, je suis pas du tout excité de voir ce combat. Ouais, je pense que Dern peut la soumettre. Tu crois que c'est possible là ou... J'espère au premier round. À voir. Non, mais tu as raison, c'est grave possible. Ça pue la décision aussi, c'est sûr. Dern contre Raval, elle avait gagné des dizaines de gros tournois JBB. Et elle avait gagné aussi à DCC, il me semble, pour la fin. Ouais. Donc, non, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Comme une event, on a Edmond Shabazian contre Anthony Hernandez. Beau combat aussi. Mais c'est pareil, tu vois, c'est des beaux combats, mais pour moi, c'est presque une prélim de pay-per-view, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Donc, ouais. Après, Hernandez, il est toujours là quand même, quand il met des gros shows à chaque fois. C'est clair. Et on parle de 10-2 contre 12-3. Donc, Edmond Shabazian 12-3. Mais Edmond Shabazian, il est revenu énervé sur son dernier combat. Contrairement juste celui après Nassourdine Imavov. Je pense qu'il y a eu un travail mental derrière et je l'enterre pas, tu vois. Je me dis que Shabazian il peut revenir chaud. Il a changé de gym aussi, maintenant il habite à Las Vegas, il s'entraîne, il me semble, avec Dewey Cooper, si je dis pas de bêtises. Il fait des grosses sparring avec Strickland, Marvin Vettori et compagnie, donc il fait des grosses perfs à Vegas. En tant que training, je sais que j'entends beaucoup de bonnes choses sur lui. Après les 3 défaites qu'il a prises, c'était par rapport au manque de lutte. Franchement, il s'entraînait avec l'ancien coach de Ronda Rousey là. D'ailleurs, on l'a vu que Ronda Rousey se faisait exposer pas mal sur la fin de sa carrière. Ils ont beaucoup de trous dans ce camp d'entraînement, beaucoup de choses qui polichent pas. Il y a des choses qui travaillaient trop, il y a des choses qui travaillaient pas assez, et ça se voyait dans ses performances. Et il y avait une avenue bien flagrante pour le battre. Et Nassourdine, c'est ce qu'il a fait. Jack Hermanson, même s'il a galéré au premier round avec le striking, c'était chaud, il l'a fait aussi. Et puis avant ça, c'était Derrick Brunson. Après, que des gros noms, mais quand même, il a pris cher. Il a pris vraiment des sales TKO, des défaites horribles, tu vois, qui nécessitent beaucoup de réflexion sur toi-même, etc. Quand tu prends des défaites comme ça. Il en a pris 3 d'affilée, donc forcément obligatoire de s'améliorer.
L'UFC lui ont laissé la chance quand même de revenir, ils lui ont donné Dalcha la Bunginda, ou je sais plus son nom de famille, mais Dalcha. C'était l'Africain qui avait battu Alain Bado. Ouais. Il a battu Alain Bado, si je dis pas de bêtises, en dehors de l'UFC. Qui était d'ailleurs monté en lourd léger, quand Alain Bado combattait en lourd léger. Donc là, c'était quand même quelqu'un qui l'a battu, c'était un striker, quoi. C'était pas quelqu'un, Dalcha, ça n'a jamais été le mec avec le meilleur fight IQ, c'était plutôt un brawler. Donc il n'a pas vraiment utilisé, il n'a pas les outils pour utiliser ce que les autres ont utilisé pour battre Edmen. Anthony Hernandez, lui, c'est un grinder, il sait vraiment aller au bout du combat, il n'abandonne jamais. Et il met beaucoup de takedowns, il a une cardio de ouf. Quand tu te relèves de ces takedowns, il te met la misère dans la clinch avec les uppercuts, avec les coudes et tout. C'est vraiment un bourbier le truc. Et ça va être compliqué. Franchement, pour Edman, là, c'est pas un cadeau. Tantôt, il lui avait fait un cadeau avec Dalcha. Enfin, pas un cadeau, il faut quand même le prendre Dalcha. Mais il lui avait fait un match-up un peu favorable. Là, c'est pas favorable et c'est pour ça que je pense que c'est pas favorable par rapport à la lutte et à la pression de Hernandez. Et c'est pour ça que les bookmakers vont dans ce sens. Et ouais, moi, je prends Anthony Hernandez, TKO. Je vais tenter Edmen Shabazian à la décision. La décision, je crois qu'il arrive à tenir Je pense qu'il peut faire. La distance et tout, ouais, c'est possible. C'est possible aussi, mais un head kick de ouf. Hein. C'est possible aussi, hein, mais ouais. Ouais, moi je vais prendre Hernandez parce que j'ai du mal à parier contre Hernandez. J'ai parié contre lui auparavant, mais il m'a fait taire plusieurs fois. Ouais. Et quand il avait étranglé Rodolfo Vieira, là, il m'avait vraiment impressionné. C'est vrai, c'est vrai. Juste avant un autre combat féminin, qui est du côte contre Lupita Godinez. Je passe, on passe. André Fiallo contre Joaquin Buckley. Beau combat. Là aussi c'est beau, tu vois, ça mérite d'être devant. Le favori donc c'est Joaquin Buckley, pas de beaucoup, hein. C'est très serré. 15-6 contre 16-6 pour André Fiallo. André Fiallo qui a perdu ses 2 derniers combats. Et pareil pour Joaquin Buckley. Ouais. Donc là les deux ils ont besoin d'une victoire. Ça va être une grosse guerre à mon avis. Je crois que Fiallo qui est quand même un beau KO artiste peut finir Joaquin. Il peut, franchement, c'est 2 mecs qui se font KO pas mal de fois quand même. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué, franchement. C'est un peu un combat 50-50. Je vais prendre Joaquin parce que les dernières performances de Fiallo étaient un peu, ça laissait un peu à désirer. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que son menton il s'améliore pas avec l'âge alors qu'il est quand même jeune. Hein. Il est jeune mais le menton il avait démarré très fort et ouais là ces 2 derniers combats c'était. Je le trouve un peu plus lent, je le trouve un peu moins athlétique et un peu plus fragile à chaque combat, donc ça m'inquiète un peu. Après je l'aime bien. Il s'était fait KO par Chris Curtis avant l'UFC, après il m'a pas mal de perf, il avait KO James Vick. Et je pense qu'il est rentré à l'UFC après ça, il avait combattu Michel Pereira, il a perdu une décision. Il avait mis 1 ou 2 KO d'affilée, gagné, et ensuite il a pris 2 KO. Lui, il avait perdu contre Muslim Salikov, et puis contre, je sais plus, il avait pris 2 KO d'affilée, en tout cas, l'Australien, Jake Matthews. Et il a vraiment pris du sale. Donc là c'est compliqué. Joaquin aussi qui lui aussi prend beaucoup de coups, qui est pas le plus intelligent parfois. Après il descend là à 170, donc ça c'est une belle adaptation parce que j'ai toujours trouvé qu'il était trop petit pour 84. Ouais. Donc là il descend à 77, donc ça fait plaisir. Il s'entraîne à Las Vegas maintenant, il fait beaucoup de sparring avec Extreme Couture, etc. Beaucoup de sparring avec Chris Curtis qui l'avait KO. Beaucoup de sparring avec Sean Strickland également, donc il a l'habitude de faire du sparring avec des mecs du haut niveau de 84. Donc l'adaptation pour prendre des coups à 77, je pense que ça ira. Je pense que je vais prendre Joaquin par KO. Joaquin Buckley par KO. Ouais, je te suis là-dessus. Ensuite, il y a Michael Johnson contre Diego Ferreira. Beau combat. Michael Johnson qui est finalement sur 2 victoires, là ça fait plaisir de le voir revenir. Diego Ferreira, après c'est pas un peintre, hein, 17-5. Il a pris quelques défaites d'affilée, mais c'est quand même un beau combattant, un très bon combattant à 70 kilos. Michael Johnson, je vais le prendre avec le momentum. Je pense qu'il peut stormer un peu Diego Ferreira. Il peut prendre la décision sûrement. Mais il faut faire attention au takedown et attention aux soumissions. Parce qu'on a déjà vu Michael Johnson se faire prendre dans des trucs
On se rappelle contre Thiago Moises avec la clé de talon et tout, franchement des trucs qui devraient pas se faire prendre, tu vois, et qui fait beaucoup d'erreurs. Mais récemment on le voit qu'il prend son temps. Je sais qu'il a fait quelques changements dans sa vie, j'avais entendu une interview, ça faisait plaisir à entendre, et donc je vais prendre Michael Johnson, mais encore une fois un combat équilibré, tu vois. Karolina Kowalczyk qui revient contre Vanessa Demopoulos, ouais. Oriane Kos contre Gilbert Urbina, donc Ouais. Gilbert Urbina, un mec qui habite à Vegas, je m'en suis entraîné plusieurs fois avec lui, il vient souvent à ma gym, c'est un mec super cool. 6-2 contre Orion Cox, c'était un des deux frères qui s'était fait signer là, au Contender Series, il y en a un qui s'est fait sortir d'ailleurs, mais Orion il est toujours là. Orion qui avait battu Blood Diamond, le pote à Israël. Ouais, ce combat, encore une fois, un combat équilibré, franchement, 128e mondial contre 198e, ouais, c'est quand même à portée. Je vais prendre Gilbert Urbina, je pense que moi, il a une meilleure sol, il a une meilleure lutte, il a un meilleur cardio. Après, striking, Orion, il est chaud quand même. Mais il fait des mauvaises décisions. Je pense que Gilbert, il est vraiment intelligent dans le combat et il va savoir s'adapter. Et je le vois prendre une décision. Ça fait un bail qu'il a pas combattu, ça fait depuis l'Ultimate Fighter finale, donc je crois qu'il avait eu des blessures. Mais bon. On a Ilir Latifi qui revient contre Rodrigo Nascimento, d'ailleurs, qui est pris à l'Ambado aussi. Ouais, ça risque d'être un combat un peu de bourrin. Je sais pas trop quoi vous dire. Chase Hooper qui revient à 70 kilos contre Nick Fior. Ils essayent de lui mettre des match-up où il y a le moins de chances possible de se faire KO, mais le problème avec Chase Hooper, c'est que son menton il est en l'air, j'ai l'impression qu'il est trop jeune pour son niveau et il se prend beaucoup trop de dommages, tu vois. C'est compliqué, je pense que là on risque de voir Chase Hooper tomber encore. Ah ouais. J'espère pas, hein, mais ouais. Bon, après je crois qu'on a fait le tour, hein. Comme on a dit, c'est pas une carte de ouf. Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur cette carte, les gars, comme on l'a dit, hein, bon, après il y a quand même des beaux combats, il y a des beaux trucs à voir, mais ouais. C'est ce que c'est quoi. Franchement, moi j'ai eu un week-end de merde avec la défaite de Mansour, la défaite de Cody Stenham et la défaite de mon pote Adam Frank qui se combattait pour une ceinture amateur à Fierce Challenger Series ici. Et ouais, franchement, week-end de merde. J'ai grave envie d'oublier ce week-end. Et ouais, et ouais, voilà, c'est ça, c'est le MMA, ça arrive. Et c'est les hauts comme les bas, tu vois, c'est l'aventure. Et ouais, mais je crois que c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas les gars, on s'abonne, on like la vidéo. Et à la prochaine, portez-vous bien.